Bienvenue sur Bâtir pour soi, le podcast qui parle santé mentale et qualité de vie au travail. Je suis Clémence Beretta, athlète olympique en athlétisme et chargée de prévention santé-sécurité pour le groupe Bouygues. Au fil des semaines, je vous invite à mieux comprendre les enjeux de santé mentale qui nous touchent tous sur notre lieu de travail, mais pas que. Vous êtes quelques heures avant une grande compétition ou une prise de parole importante. Votre cœur bat plus vite, vos mains sont moites, votre respiration est saccadée. Votre cœur bat plus vite, vos mains sont moites, votre respiration est saccadée, votre estomac se noue. Vous avez sûrement déjà tous connu cette sensation, c'est ce qu'on appelle le stress. Et vous n'êtes pas seul puisque 75% des personnes disent ressentir du stress avant de parler en public et chez les athlètes, cette statistique monte à 90%. Et le monde du travail n'est pas en marge puisqu'on a quelques statistiques qui nous permettent de vraiment bien comprendre le stress dans le milieu de l'entreprise. On a 79% des employés qui déclarent ressentir du stress au travail, 40% qui affirment que le travail est extrêmement stressant et les employés stressés sont 50% plus susceptibles de prendre des congés maladie prolongés. Donc on peut le dire finalement, les principaux défis auxquels les employés sont confrontés, c'est le stress, l'anxiété et même la dépression. Et petite info, selon l'Organisme mondial de la santé, la dépression et l'anxiété coûtent à l'économie mondiale $1 trillion chaque année en perte de productivité. Alors imaginez un instant, nous sommes il y a 50 000 ans en arrière. Vous êtes un homo sapiens en pleine savane. Soudain, un tigre surgit devant vous. Sans même y réfléchir, votre cœur s'emballe, votre respiration s'accélère, vos muscles se tendent. Vous êtes prêt à fuir ou à vous battre. C'est votre cerveau qui vient de déclencher un mécanisme de survie ancestral, le stress. Et pourquoi ce mécanisme est-il essentiel ? Ce réflexe, évidemment, il a sauvé nos ancêtres à de nombreuses reprises et ça leur permettait de réagir face aux dangers immédiats, en préparant le corps à l'action. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne vit plus entouré de prédateurs et pourtant notre cerveau fonctionne exactement de la même manière. Vous allez recevoir un email agressif, stress. Vous allez être en retard sur un dossier important, stress. Vous avez une prise de parole en public à préparer, stress. Notre cerveau ne fait pas la différence entre une menace physique et un simple stress quotidien. En fait, le résultat, c'est qu'il va venir activer le même système d'alarme. Ça va libérer les mêmes hormones de stress que si notre vie était réellement en danger. On peut un peu dire que notre cerveau, il est devenu un peu mal calibré pour notre époque moderne et il va venir traiter des situations du quotidien comme s'il s'agissait d'une question de survie. Alors je pars toujours du principe que pour bien comprendre un concept, surtout un concept qu'on connaît tous, on pourrait se dire le stress, on sait ce que c'est, mais dans les faits, c'est qui les acteurs du stress pour le cerveau ? Il y a 3 zones clés qui sont impliquées en fait dans ce processus physiologique du stress. Le premier, ça va vraiment être le centre d'alarme, c'est l'amygdale. Son rôle, il faut vraiment voir ça comme une alarme incendie. L'amygdale, elle va scanner en permanence notre environnement. Et dès qu'elle détecte un danger, encore une fois, un danger réel ou perçu, c'est ça la subtilité. Un danger réel, ça pourrait être une voiture va me percuter, c'est un vrai danger. De l'ordre de la perception, simplement interpréter un mail qu'on interprète comme menaçant et le cerveau va y voir un danger. Donc, dès qu'elle détecte un danger, ça va envoyer un signal d'alerte au cerveau. Le problème, si je schématise, c'est que l'amygdale, elle est rapide, certes, mais elle n'est pas forcément très intelligente. Ce qui fait qu'elle va réagir, et donc des fois surréagir, sans analyser la situation. Et donc c'est exactement pourquoi qu'une simple remarque négative, des fois, peut déclencher en soi une réaction en chaîne, une réaction de stress qui est disproportionnée. Ensuite, il y a les hormones. Et donc la machine à hormones, c'est l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénal, qu'on appelle HHS, pour que ça soit plus simple. Mais globalement, on va retenir qu'il y a un processus hormonal qui se met en place, une fois que l'amygdale a donné l'alerte. Celui qui prend le relais, donc l'hypothalamus, lui, active ce circuit hormonal en réponse à ce signal d'alerte. Et je pense qu'on connaît tous le nom de ces fameuses hormones. La première, c'est évidemment l'adrénaline. Donc l'adrénaline, c'est vraiment cette hormone-là qui va créer tous ces, entre guillemets, ces symptômes qu'on connaît bien, donc le cœur qui s'accélère, la respiration rapide, les muscles sous tension. Et puis, il y a la production de cortisol. Alors le cortisol, c'est encore une fois, c'est une hormone qu'on entend beaucoup parler ces derniers temps. Globalement, à court terme, ça va augmenter notre énergie. Mais sur le long terme, c'est destructeur. En fait, les niveaux de cortisol, normalement, on n'est pas censé les tenir à une teneur élevée en fait, sur plusieurs heures, sur plusieurs jours.
Quand on a des niveaux de cortisol assez élevés, globalement, ça entraîne prise de poids, fatigue et anxiété. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est face à des personnes aujourd'hui qui, par exemple, n'arrivent pas à perdre du poids. Non pas parce que leur hygiène de vie n'est pas bonne, mais parce qu'ils sont soumis à un stress tellement élevé, donc un stress qu'on appelle chronique, ça va les empêcher de perdre du poids à cause d'un dérèglement hormonal. Et puis le troisième facteur, donc donc je rappelle, le premier c'était l'amygdale, celui qui va envoyer l'alerte. Ensuite on a l'hypothalamus, en tout cas l'axe HHS, donc les hormones. Et puis le troisième, c'est le régulateur émotionnel, le cortex préfrontal. Alors c'est une partie donc dans le cerveau qui est située derrière le front. Lui, son rôle, c'est vraiment nous aider à prendre du recul et à relativiser. Mais le problème, c'est que sous un stress intense, le cortex préfrontal, il devient court-circuité. En fait, le résultat, c'est que on va réagir de manière instinctive au lieu d'arriver à prendre du recul. Alors, un exemple un peu concret, on va reprendre l'exemple d'un mail. Donc, vous recevez un mail qui vous agace. Si votre cortex préfrontal, il fonctionne bien, vous prenez, on va dire, quelques minutes pour répondre calmement. Vous arrivez à prendre du recul, à relativiser assez rapidement, une fois que l'alerte a été envoyée. Par l'amygdale, encore une fois. Mais si justement votre amygdale, cette amygdale, a pris le contrôle, vous allez écrire et répondre, une réponse super agressive, vous allez l'envoyer immédiatement et vous allez regretter ensuite. Ça, c'est totalement un schéma d'une réponse qui a été faite sous l'impulsion. Quand on parle de stress, il y a un autre acteur dont je suis obligée de parler. C'est peut-être un petit peu plus complexe et j'ai vraiment essayé de le rendre le plus accessible possible et le vulgariser. C'est le système nerveux autonome. Le système nerveux, faut le voir comme s'il y avait deux pédales. Il y a un mode d'accélération, on va dire un mode stress, et un mode relaxation, un mode détente. Donc il y a vraiment deux pédales, j'accélère, je ralentis, j'accélère. Donc il y a deux branches. La branche, on va dire j'accélère, la branche urgence, c'est ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. L'un de ses rôles, c'est justement lui qui va pouvoir déclencher la fameuse réponse lutte ou fuite. Est-ce que je suis en capacité de me battre ou est-ce que c'est plus intelligent que je fuis? Donc lui, il prépare notre corps à l'action. Donc encore une fois, l'accélération du cœur, la respiration plus rapide, les muscles sous tension et une digestion mise en pause. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mal au ventre quand on stresse. Parce que la digestion, qui n'est pas considérée comme, c'est pas quelque chose de vital. Si je suis soumise à un énorme stress, ok, digestion en pause. Donc ça, c'est le système nerveux sympathique. Je répète, pour que ça soit vraiment, vous voyez bien le schéma, c'est la pédale, j'accélère. Et la pédale aussi qui peut activer le mode urgence. À l'opposé, donc toujours dans ce système nerveux, on a une branche qu'on appelle le parasympathique. Parasympathique, donc c'est le mode, on va dire, récupération. Et donc une fois que le danger est passé, c'est lui qui va nous aider à retrouver le calme. Donc avoir un ralentissement du rythme cardiaque, une respiration plus profonde, un relâchement des muscles et évidemment une digestion qui va redémarrer. Le principal problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est trop souvent en mode sympathique, donc en fait en mode stress. Et on n'arrive plus en fait à réactiver, à activer le mode calme, le mode je suis en parasympathique, je récupère. Je vous donne un exemple. J'ai des personnes qui ont un système nerveux complètement dérégulé. Vous êtes le soir, vous êtes dans votre chambre, donc c'est censé être un espace en plus de sécurité, un espace de relaxation. Et donc vous vous apprêtez à commencer votre nuit. Et au moment où vous souhaitez dormir, là vous êtes bombardé de pensées, de choses que vous devez faire, vous pensez à demain, vous anticipez, et vous n'arrivez pas à trouver le sommeil alors que vous avez l'impression et vous vous sentez fatigué. Voilà, c'est l'heure de dormir, et pour autant impossible de s'endormir. Ça, souvent, pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est un indice qui nous montre qu'on est sur un système nerveux dérégulé, puisqu'au moment d'être dans la phase, on va dire, d'induction du sommeil, je suis dans la pédale, on va dire, qui accélère. Donc la pédale qui va anticiper, qui va réfléchir, qui va pas du tout être dans la détente. Et en fait, vous êtes branché sur le sympathique, alors que vous devriez être en parasympathique. Et donc, quand on est vraiment en parasympathique, quand on a vraiment les bonnes hormones qui sont libérées avant de s'endormir. En fait, l'endormissement de base d'un adulte, on va dire en bonne santé, qui n'est pas soumis à un stress, à l'anxiété, c'est entre 15 et 30 minutes.
Si vous arrivez à vous endormir entre 15 et 30 minutes à partir du moment où vous fermez les yeux, globalement, on peut estimer que vous avez un système nerveux plutôt régulé et des hormones plutôt régulées. Si ce n'est pas le cas, il faut voir s'il n'y a pas effectivement du stress généralisé, de l'anxiété. Alors, petit aparté, petite parenthèse que j'aime quand même souligner, c'est que le stress n'est pas mauvais en soi. Au contraire, le stress, on en a besoin en fait. Le stress, c'est même vital. Le stress, c'est cette réaction qui peut nous protéger, qui nous permet justement d'avoir un boost d'énergie, qui nous permet de nous décupler face certes à un danger, mais on va dire même dans une situation qu'on a vraiment à cœur. On prend l'exemple de la compétition. Vous savez que je suis sportive. Ce stress qu'on ressent avant une compétition, il va nous aider en fait à être performant, à être réactif. Et c'est aussi se sentir vivant. On sent qu'on est, on s'est entraîné pendant des mois et des mois pour un objectif précis. Ça peut être une compétition, mais ça peut même être, encore une fois, en entreprise. Des fois, on a une présentation qu'on a préparée pendant des semaines et il y a ce stress qui est là. Ce stress-là, il n'est pas mauvais, vraiment. Il nous permet, je pense même, de nous reconnecter à justement à nos motivations, nos envies, nos objectifs. Ça montre qu'il y a une implication en fait physique, émotionnelle. Donc, le stress est bon, mais comme toute chose qui est bonne, finalement, il y a un extrême. Et on va dire que l'extrême du stress, qui est donc le stress classique, le stress qui est passager, puis on va bientôt monter sur scène, etc. Ce stress-là, il se dissipe, on est d'accord. Une fois que la compétition part, une fois que je suis sur scène, une fois que je prends la parole, ce stress-là s'évapore. Si ce stress-là s'évapore, c'était un stress qui était passager et donc un stress plutôt positif. Ce stress-là, s'il reste, il demeure, il vous quitte pas. Si ce stress-là, il se déclenche pour tout et n'importe quoi, pour des grains de sable, où vous vous sentez stressé et anxieux et vous n'arrivez pas à dormir, là, on est quand même dans un stress qui est plutôt chronique ou en tout cas aigu. Et donc c'est ça en fait, c'est se dire dans quelle situation je me retrouve. Oui, le stress est bon, mais comme toute chose qui est bonne, l'extrême, ça sera pas bon. Alors si ce stress, il devient disproportionné, c'est pas grave en soi, il n'y a aucune fatalité. Il existe évidemment des techniques pour recalibrer notre cerveau et éviter en fait d'être en mode alerte en permanence. Parce que c'est ça, ce qui se passe, c'est qu'on va être en mode survie. Le système nerveux, si on le voit comme de façon très primaire, et justement par rapport à il y a 50 000 ans, c'était ça. C'était est-ce que je vais mourir ou c'est vivre ou mourir en fait, c'est vraiment ça. Donc est-ce que je fuis ou est-ce que je combats? On a gardé ce principe-là. Le problème, c'est que en étant tout le temps soumis à un stress hyper élevé, encore une fois, le cerveau ne sait pas faire la différence entre quelque chose qui est réel, quelque chose qui est imaginaire. Donc des fois, il y a des surinterprétations de « je vais mourir », en tout cas le cerveau pense qu'il va mourir, alors qu'en fait, fondamentalement, non. Mais tout ça crée et nous met en fait dans des boucles de mode survie. Et le mode survie, ça va venir déréguler le système nerveux et au niveau hormonal. Pour reprogrammer son cerveau face au stress, il y a plusieurs techniques évidemment, donc c'est à chacun de trouver sa technique la plus efficace avec laquelle on se sent le plus appelé. Il ne faut pas chercher très loin. Il y a des techniques aujourd'hui qui sont plus que prouvées scientifiquement, mais vraiment, vraiment, j'insiste, qui sur le papier, on pourrait se dire ça ne paye pas de mine, et pour autant, les résultats sont là, ils sont mesurés. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque / respiration, c'est de la respiration, on va dire. Aujourd'hui, je dirais que la chose numéro 1 qui a le plus gros impact en termes de régulation du système nerveux, c'est des choses que nous, on utilise dans le sport de haut niveau. C'est tout simplement la respiration. La respiration, c'est absolument incroyable. Donc, il y a des techniques, mais dizaines de techniques qui existent. Aujourd'hui, on le sait, la respiration va impacter le système nerveux de façon absolument incroyable. Et je pense que je vais vraiment vous faire un épisode là-dessus, parce que la respiration, on le fait sans même y penser, mais la plupart des gens ne savent pas bien respirer, ne savent plus respirer. On est sur des respirations très courtes, des respirations même de stress. Réapprendre à respirer, pour moi, c'est la première des choses à faire. Et l'impact que ça a, c'est absolument dingue. Travailler sur des phases d'apnée, des phases d'inspiration plus courtes que des phases d'expiration. Voilà, je pense vraiment que je vais vous faire un épisode dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis après, il y a la visualisation mentale. Comme je vous l'ai dit, comme le cerveau ne sait pas faire la différence entre quelque chose qui est fictif et la réalité, donc certes,
dans un cadre de stress, vous voyez bien que ça peut un peu nous court-circuiter et le cerveau peut penser qu'on est en situation de mort, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. Mais si on voit justement le côté positif de ça, si le cerveau ne sait pas faire la différence entre du fictif et la réalité, on peut donc le reprogrammer de façon à notre avantage. Encore une fois, la visualisation mentale, c'est des choses qu'on utilise énormément dans le sport. Donc le cerveau, il a une de ses peurs bleues, c'est l'inconnu. Il a peur de l'inconnu, donc si je vais lui présenter une nouvelle situation, on va prendre l'exemple, encore une fois, de la compétition, mais vous prenez l'exemple que vous voulez. Je fais une nouvelle compétition. Allez, je prends l'exemple, je fais un trail. Je fais un trail de 100 km. Mon cerveau, il va avoir peur. Parce qu'il n'a jamais fait ça, parce que c'est 100 km, parce que c'est nouveau, et il va commencer à avoir plein de questions, et il va y avoir de l'anxiété. C'est ok, c'est l'inconnu pour lui. Donc, il n'aime pas ça. Si, en visualisation, je fais tout ce processus de visualisation, je fais ce qu'il faut faire, alors seul ou accompagné, et je visualise, je ressens, je me vois dans cette course de 100 km et tout se passe super bien, ok, je sais quand et comment réagir par rapport à telle situation, ok. Et en fait, on va lui donner des outils à travers la visualisation. Je vais ressentir que même dans la douleur, je sais comment gérer, je sais quoi faire. On va vraiment, vraiment, vraiment imaginer tous les scénarios et on va vraiment faire comprendre au cerveau qu'il n'y a pas de peur à avoir, qu'il est résilient, qu'il sait trouver des solutions. On va travailler sur la confiance en soi, sur les ressources internes, etc. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Mais vous prenez n'importe quelle situation stressante, même simplement faire une présentation importante à ses collègues, il faut vraiment voir comme une espèce de boîte vide. Donc la boîte vide, c'est l'inconnu. Donc le cerveau déteste ça, il déteste le vide, il déteste ne pas avoir le contrôle. Il va vouloir absolument se rattacher à quelque chose qu'il connaît. Et bien souvent, ce qu'il connaît, c'est le stress. On lui a appris ok, il y a une situation que je ne connais pas, je connais pas, je sais même pas ce qui peut se passer. Stress. C'est sa réponse. Mais si vous avez vraiment bossé votre sujet, bossé votre objectif, vous avez vraiment répété, vous êtes vu le faire. En fait, plus vous créez quelque chose dans cette boîte vide, plus en fait vous y mettez de la matière et de la matière positive, vraiment avec cette visualisation mentale, plus votre cerveau va être prêt. Et en fait, moins il y aura de stress. Parce que votre cerveau, il sera en mode « Ah ok, en fait, je connais ça ». Ça ne sera plus une inconnue le jour J. Puisqu'avant, vous aurez fait un gros travail en fait de répétition, de préparation et de visualisation. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une des pierres angulaires face au stress. Quand une situation vraiment nous effraie, il faut vraiment, 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 vraiment prendre un petit moment comme ça, quelques minutes, encore une fois, accompagné ou pas, et vous faites ce travail-là. Et vous allez voir à quel point ça va vous aider. Et vous faites ça, en plus, vous combinez ça avec la respiration, c'est parfait. Bon, évidemment, un des axes qu'on connaît et que je vais dire parce que c'est quand même hyper important, mais je vais rien vous apprendre, c'est évidemment le sommeil, l'alimentation. Et je dirais même plus le sommeil que l'alimentation, si vraiment je dois faire un ordre de priorisation. Encore une fois, dans nous, sportifs de haut niveau, l'axe le plus important, vraiment le pilier numéro 1 pour notre récupération, c'est le sommeil. C'est pas l'alimentation, c'est pas l'hydratation, c'est le sommeil. Vraiment le sommeil, c'est vraiment, 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 mais la chose la plus importante et je peux que vous encourager à prioriser votre sommeil. Donc voilà, c'est vraiment les 3 choses les plus importantes que je peux vous donner aujourd'hui. Encore une fois, je pense qu'on pourra aller approfondir dans d'autres épisodes de podcast, mais ça serait cohérence cardiaque, respiration, visualisation et sommeil. Donc je vais m'arrêter là. Si vous avez une chose à retenir, ça serait qu'on ne peut pas éliminer le stress, mais on peut apprendre à le maîtriser. Et ce n'est pas le stress qui nous détruit, mais c'est la manière dont nous y réagissons. Merci à tous, c'était Clémence Beretta pour Bâtir pour soi. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et y laisser 5 étoiles. Et moi, je vous dis à très vite.